Salut fraternité, bonjour à tous. Euh, je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur, mais qui aussi fait partie de mes expériences passées. Euh, j'ai été conseiller municipal à Holt pendant 3 ans, au début des années 2000, c'est ça, 2000, 2001, 2003, 2004. Et ensuite, j'ai embrayé sur la, la, la présidence de l'Office du tourisme d'Holt, qui était à cette époque-là un office du tourisme associatif. Maintenant, tout cela est confié aux communes et plutôt aux com de com, ce qui change considérablement la donne. Mais ça m'a permis d'avoir des expériences intéressantes et d'apprendre, parce qu'on apprend toujours. Je ne connaissais rien du tout à ce sujet-là, en tout cas au tourisme, et même ce que j'ai découvert, voilà, bon, très vite, ce que j'ai découvert en étant conseiller municipal, c'est que je pensais naïvement qu'il y avait un exécutif, un législatif, et éventuellement un judiciaire avec le pouvoir de police du maire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Euh, le législatif n'existe pas vraiment, puisque les conseillers ne sont que des conseillers. Il y a un côté très régalien, très monarchique dans le système de la commune et de la municipalité à la française. C'est le maire, le mailleur, le bourgmestre, le maître du bourg. Euh, il y a un côté très régalien. En fin de compte, quand on y réfléchit bien, les conseillers municipaux n'ont qu'un seul pouvoir, celui de refuser, une fois par an, le budget du maire. C'est tout. Le reste du temps, ce sont des conseillers, des conseilleurs, qui sont pas forcément d'ailleurs, qui n'ont pas forcément en dernier ressort euh, le droit au choix. C'est le maire qui, en fin de compte, décide, avec l'accord ou pas de son conseil municipal, de traiter les questions et de choisir. Sa seule autorité au-dessus, c'est le préfet. Voilà. Il peut décider des choses qui sont retoquées par le préfet. Mais en aucun cas, il ne peut être, à moins d'être vraiment mis en difficulté, mais seulement au moment du budget. Voilà. Euh, ou alors il y a des plaintes, enfin des choses comme ça. Mais c'est le système qui est comme ça, d'accord? Ça, c'est une chose. Donc, s'il y a une révolution nécessaire quelque part, c'est aussi dans la révolution, dans le renouvellement du système des mairies, des municipalités, qui, je le répète, est un système plutôt régalien et d'inspiration monarchique et pas du tout républicain. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Je... Alors, deuxième chose, dans les années que j'ai connues, et c'est ralenti maintenant. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, comment il s'appelle, Christian Combaz dans Campagnol, un mec de droite, mais parce que je suis, parce qu'il est intelligent, euh, explique cela très bien, et ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'incroyable mainmise des cabinets d'études de toutes sortes sur les municipalités et les collectivités locales dans les années précisément 90, 80, etc. Là maintenant c'est un petit peu en sommeil parce qu'ils ont pompé tellement de pognon que ça devient difficile maintenant. Mais je veux dire que il y a eu sur tous les sujets plutôt que discuter un petit peu, ben tiens, un petit peu comme Kinsey, hein, c'est ça, Kinsey, voilà. On fait appel, non, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui sont élus pour ça, mais non, on fait appel à des cabinets d'études de toutes sortes qui pompent un pognon fantastique pour pondre des rapports qui sont parfois d'une indigence totale. Euh, la région Picardie, quand elle existe encore, a fait appel à un cabinet d'études. On nous avait promis jamais Paris, jamais Paris. Non, un cabinet d'études Picard, ça a été Paris. Bon, euh, la majorité à l'époque a choisi évidemment un cabinet d'études parisien
au nom, au nom de l'indépendance, alors que, bon, ils n'ont pas été foutus de capables de, ils n'ont pas été foutus de délimiter exactement euh, les limites les frontières de la région. Ils ont placé ça sur la canche au lieu de mettre sur l'outil. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, alors c'est des choses qui, 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 qui représentent des sommes d'argent assez considérables. Hein. 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Hein, alors qu'il y a des tas de gens bénévoles sur place qui peuvent faire ce genre de boulot. Là, non. Là, il faut absolument passer par eux. C'est une sorte de mafia. C'est un racket. C'est un véritable racket, faut le dire. C'est un racket. Ou alors, ça veut dire que les élus ne servent à rien. D'abord, les élus doivent essayer de réfléchir, de comprendre, de trouver des solutions. Non, à la limite, on leur interdit. C'est comme on interdit aux médecins de soigner. Là, on interdit aux élus de faire leur travail. Et on leur colle d'office l'obligation d'utiliser des services très, très grassement rétribués de cabinets d'études, qui sont de véritables scandales. Quand ceux-ci ne forcent pas, comme ça a été le cas dans la ville de Compiègne, à acheter des avoirs toxiques. Vous vous souvenez de ça, hein, il y a, au moment de la crise de 2008, il y a eu quand même la ville de... On s'est aperçu que Compiègne avait acheté des avoirs toxiques. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule. Simplement, là, ça a fuité, on le sait. Mais ça, qui a demandé à Compiègne de faire ça? Il y a d'autres communes, évidemment, des cabinets d'études ou des gens, des démarcheurs. Hein, encore une fois, que l'on paye grassement, au détriment de choses très utiles. On paye les employés communaux, on paye le personnel avec les lance-pierres, mais par contre, on n'hésite pas à foutre un pognon de dingue dans ces cabinets d'études à la con. Je l'ai vécu avec avec le tourisme. Hein. Et au bout du compte, on nous a demandé de faire un certain nombre de choses, notamment de il y avait un mot là, mettre ensemble quoi, les différents offices du tourisme, quand on sait que finalement les offices du tourisme sont entre les mains de professionnels du tourisme, des directeurs de camping, d'hôtels, des restaurateurs, etc. Moi, j'étais un des rares à ne absolument avoir mais strictement aucun intérêt dans le tourisme. Je n'avais pas de chambre d'hôte, rien. Rien. J'étais vraiment un bénévole. Hein. Quand on sait que ces gens-là, on leur demande de faire de la cohésion, de se travailler ensemble, alors qu'ils sont concurrents. Il faut savoir. Ou bien on travaille ensemble, mais dans ce cas, on met un mouchoir sur la concurrence, ou alors on continue la concurrence, et dans ce cas-là, ça marche pas. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Je veux dire. Voilà. Ça, voilà des points. Alors, en dernier point, parce que je vois que le temps passe, il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai découvert, c'est le passage, tout simplement, de la comptabilité à l'ancienne. Très bête, hein. Une colonne dépenses, une colonne recettes, un trait, et puis on voit bénéfice ou déficit. C'est très simple. Il a fallu, dans les années 80, je crois, utiliser la comptabilité équilibrée. Alors, il y a des logiciels. Alors évidemment, on vous vend les logiciels, hein, ça c'est clair, qui valent un prix fou. On vous vend la formation pour le logiciel. Alors qu'un cahier d'écolier dans une petite commune ou une coopérative scolaire suffit. Hein. Ben, mais vraiment, quoi. Là, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de chapitres dans cette comptabilité qu'on invente, par exemple, vous savez ce que c'est que l'amortissement. L'amortissement, c'est on met de côté de l'argent chaque année pour remplacer du matériel, enfin, des équipements qui vieillissent. Ça s'appelle l'amortissement. Mais ça c'est la dépense. Qu'est-ce qu'on met en face dans le meilleur des cas? Enfin, on essaye de trouver des astuces. Moi, j'ai vu par exemple que on pouvait chiffrer le bénévolat. On met une ligne où on chiffre le bénévolat. Ça, c'est des recettes. C'est des recettes totalement fictives, hein, évidemment. Vous comprenez bien
que c'est absurde de chiffrer du bénévolat et de mettre ça dans des tables. Enfin bref, il y a pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais s'il y a un intérêt à ce genre de comptabilité, c'est que vous pouvez gonfler énormément les chiffres, des chiffres totalement fictifs. Et on ne s'en prive pas. Ce qui fait que, comme partout, la réalité est évacuée. C'est très simple. Vous dépensez plus que vous gagnez, vous êtes dans le rouge. Ben là, on peut trouver des solutions pour ne pas l'être. Parce qu'on gonfle des articles de façon totalement fictive. C'est comme ça que des boîtes se retrouvent, ou des clubs, ou des machins, ou des associations, se retrouvent totalement en cessation de paiement, parce qu'ils ont fabriqué de fausses comptabilités. Ils ont le droit. On peut le faire. On est même encouragé à le faire. Alors, le problème, c'est que normalement, il faut un commissaire aux comptes. Alors déjà, que celui qui est dans une association où on rend des comptes justes, vérifiables, et pas avec un quitus à main levée à la fin d'une réunion vite fait, bien fait, nous écrivent il a gagné la palme. Parce que honnêtement, je sais par expérience qu'en général, certains présidents, certains bureaux d'associations oublient purement et simplement le compte-rendu financier, qui est le plus... c'est là où ça... Voilà. Et je ne parle même pas du commissaire au compte. Ou alors, le commissaire au compte, c'est la femme ou l'époux du trésorier en titre. Hein, voilà. Tout ça, si vraiment on met le nez là-dedans, et si on demande des réformes à ce niveau, c'est très simple. Hein, c'est au ras des pâquerettes. Croyez-moi, on fait la révolution. Hein, déjà, que les associations, les partis politiques respectent les statuts sur lesquels ils ont été créés. Déjà. Et là, on est dans un état pré-révolutionnaire. Hasta la victoria!